OK, on va réouvrir le document et cette fois-ci, on va analyser ce qu'il y a dedans. Au niveau des calques, donc menu fenêtre, calque, si vous ne voyez pas la palette des calques. Vous avez 3 calques qui ont été créés par l'utilisateur. Un calque avec les images, un calque avec le texte et un calque qui s'appelle Layout Grid. Vous pouvez activer le calque, je veux dire l'afficher avec en cliquant là. Alors, j'en vois qui ont plein de palettes. Je vous rappelle que Shift Tabulation permet de se débarrasser de toutes les palettes. Et puis, vous allez chercher la palette des calques. Fenêtre calque, ce sera plus propre, en fait. Voilà. Donc, le Layout Grid, vous le voyez. OK. Alors, dans le bas de la palette des outils, vous avez 2 icônes. Vous avez l'aperçu et vous avez l'affichage normal. Donc, là, je zoome, Alt roulette, barre d'espacement sur le clavier permet d'appuyer, c'est le raccourci de la main, d'appuyer, bouger la page. Vous verrez que quand on est en train de travailler dans du texte avec l'outil texte, évidemment, la barre d'espacement pour bouger le document sur la fenêtre, ça ne marchera pas parce que ça va ajouter des espaces. Il faudra dans ce cas-là utiliser la touche Alt, la touche Option. Mais quand vous êtes dans InDesign et que vous n'êtes pas en train de travailler avec du texte, l'outil texte, la barre d'espacement, c'est le raccourci de la main. Donc, en fait, on va très rarement activer ces 2 outils-là dans la barre d'outils. On utilise plutôt les raccourcis, hein. On ne change pas d'outil. On zoome avec option roulette, barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Alors, quelque chose qui peut être pratique quand même, c'est quand on double-clique sur la main dans la palette des outils, on a le document qui revient en grand sur l'écran. Ça, c'est super pratique quand même, le double-clic sur l'outil main. Donc, quel que soit ce que j'ai fait, ce que je suis en train de voir, si je double-clique sur la main, il se remet en grand sur l'écran. Donc là, on va se mettre en affichage normal qui montre les constructions. L'aperçu, c'est une simulation de ce que ça donnera à l'impression. On peut dire c'est très rapide la simulation. Et on peut travailler en mode aperçu dans InDesign. On peut travailler dans les 2 modes. Mais là, j'aimerais être en affichage normal pour voir justement cette grille. Alors, si vous cliquez sur l'œil en face de Layout Grid, dans grille de mise en page, vous cliquez, vous voyez ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'on appelle une grille modulaire qui permet de placer les éléments. C'est une grille qui a divisé la largeur de la zone intramarge. Donc, les marges roses, là, on a la zone dans laquelle on fait la mise en page. Généralement, on ne fait pas la mise en page en dehors des marges, sauf si on fait déborder, bien sûr, une image jusqu'au-delà du bord de la page. C'est du fond perdu, vous connaissez. Mais là, ça divise en combien? Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est 12 colonnes. C'est une grille de 12 colonnes avec une gouttière. Ça, c'est les gouttières. C'est l'espace entre les colonnes. Et donc, on se sert de ça pour placer les éléments. Comme vous le voyez, les 3 images-là utilisent chacune en largeur 4 colonnes de la grille. Le texte utilise 5 colonnes de la grille. C'est juste un choix de mise en page. Voilà. 5 colonnes de la grille, les 2 colonnes de texte de la page de droite. Là, on a la légende de l'image qui utilise 2 colonnes de la grille. Bon, c'est en lorem ipsum pour l'instant. Tout est en lorem ipsum. C'est du faux texte latin, mais bon, c'est l'idée. Vous avez le chapeau, l'introduction ici du document, qui utilise 4 colonnes de la grille. Donc, c'est ça le principe, en fait. Hein. C'est qu'on va faire une mise en page sur une grille. Alors ici, il n'y a que 2 pages. Si je vais voir dans la palette page, menu, fenêtre, page,
Voilà, j'ai les 2 pages. Donc, vous allez voir par la suite des documents qui ont plus de pages, en fait, hein. Et alors, ce colonne, ça vous a... Alors, des grilles modulaires, il en existe de toutes sortes, et là, c'est un choix. C'est un canevas classique, sauf que vous allez voir que c'est plus intéressant de faire un nombre impair, de manière à laisser une des colonnes presque vide, c'est ce qu'on appelle la colonne flottante, pour faire une mise en page intéressante. D'une page à l'autre, ce ne sera pas toujours la même colonne qui sera quasiment vide. Et donc, ça marche mieux si on a un nombre de colonnes impair. On verra des exemples de documents avec colonnes flottantes. Ici, c'est très simple comme grille. Voilà, voilà. Vous allez vraiment comprendre avec les exemples comment ça fonctionne, les grilles. Mais il n'y a pas d'obligation d'utiliser une grille de 12 colonnes, c'est juste un choix ici. Et vous avez bien sûr compris que c'est modulaire, c'est-à-dire qu'on n'a aucune image ou texte qui n'utilise qu'une colonne. On utilise plusieurs des colonnes de la grille. Bon. Alors, la palette de pages, vous avez peut-être pas des grandes vignettes comme moi, je ne sais pas. Donc, on peut demander d'avoir des grandes vignettes, ce serait intéressant. Donc, menu de la palette de pages, menu pancake. Attention, parce qu'il y a un menu au-dessus de l'écran qui s'appelle page, sans le S. Et donc, il ne faut pas confondre. Ici, c'est vraiment le menu de la palette. Et vous allez jusqu'à la ligne option panneau, c'est la dernière ligne. Et là, vous avez la taille des pages. Chez moi, c'est les plus grandes, en fait, géantes, qui, sur des écrans très précis, ne sont pas si grandes que ça. À vous de voir ce que vous voulez comme taille de vignette. OK. Alors, comme vous voyez, la palette page, c'est une autre des palettes les plus importantes de InDesign. Donc, il y a la palette calque, évidemment, mais la palette page est super importante pour pouvoir naviguer dans le document. Et elle est séparée en deux par une ligne. Sur le dessus, en fait, ce sont les gabarits, ce sont les modèles de page. Et donc, on voit que le gabarit A est utilisé ici par les 2 pages du document. On peut en ajouter 2, comme ça on verra ce que ça va donner. Mais il y a plein de manières de faire pour ajouter 2 pages. On pourrait aller dans fichier, format de document et aller modifier le nombre de pages, mais on ne va pas le faire comme ça. On va le faire par le menu de la palette pages et on va demander insérer des pages. Et là, vous demandez d'insérer 2 pages après la page 3 ou à la fin du document, c'est la même chose. Et ça va utiliser le gabarit A. OK. Voilà. Alors là, vous avez en principe 4 pages dans le document. Alors la palette de pages, n'hésitez pas à la rendre flottante en la prenant par son nom et aussi en l'agrandir par la partie en bas à droite. Voilà. Et vous devriez voir les pages que vous avez ajoutées, qui utilisent le gabarit A. Donc c'est évidemment un système pour accélérer le travail, les gabarits, les modèles de pages. Donc si on double-clique sur la page 4, qu'est-ce qu'on voit? On a en bas à gauche de la page de gauche la numérotation, page 4, avec un nom, le nom du document. Sur la page de droite, toujours le nom du document, mais c'est aligné à droite, et la numérotation. Et donc ça, c'est dans le gabarit. Je ne sais pas si vous le voyez, mais dans le gabarit, là, on a ça qui se trouve dans le gabarit, en fait. Ça vient du gabarit. Si on double-clique sur le gabarit, vous voyez le contenu du gabarit. D'accord? Bon, vous pouvez tester. On va faire juste un bloc. Prenez
la création de blocs ici, par exemple. Voilà. Sur quel calque est-ce qu'on est en train de travailler? Bon, peu importe, on va juste le faire comme ça. Vous allez faire un bloc qui va démarrer en dehors de la page. Donc, j'ai bien pris cet outil-là. Voilà. On démarre le bloc en dehors de la page. On est bien sur le gabarit. Il est bien indiqué A master en bas, à gauche de A master en bas à gauche de la fenêtre, parce que souvent, quand je dis de double-cliquer sur le gabarit, il y en a qui font juste cliquer. Ils ne sont pas dans le gabarit. Ils sont toujours sur une des pages du document. Donc, double-cliquez bien sur le gabarit. Il doit être indiqué A master, voilà. Et vous allez appuyer, garder appuyé et bouger. Donc, on fait un bloc couleur à fond perdu. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'au bord de la page. Est-ce que vous arrivez à faire votre bloc couleur? Alors, sur quel calque est arrivé le bloc? Mais vous regardez dans la palette des calques. Pendant que le bloc est sélectionné, ça vous indique sur quel calque il se trouve. Il est sur le calque texte ici. Donc, pour le sélectionner ou pas, c'est la flèche noire. Si on clique à côté, il n'est plus sélectionné et il n'y a plus l'indication d'un objet sélectionné. Ok, là je ne le vois pas, mais si j'englobe, je le vois. Voilà, ok. Vous le voyez quand il n'est pas sélectionné? Non. Il est là. Ok. Quand on le survole, on le voit. Voilà, ouais. Ok, on va lui mettre une couleur. Bon, avant de lui mettre une couleur, c'est quand même pas pratique de ne pas le voir quand il n'est pas sélectionné. Ok, ça, InDesign a changé de comportement par rapport aux versions précédentes, en fait. Donc, quand il est sélectionné, vous voyez ses poignées, vous pouvez même prendre des poignées, bouger, redimensionner. Mais quand vous cliquez à côté, vous ne le voyez plus du tout. On est d'accord? Bon, c'est très gênant, je trouve. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans la palette des outils. Vous avez cette icône-là? Ok, cliquez dessus. Donc, ça vous indique ce qui apparaît quand on est en affichage normal. Les contours du bloc, c'est pas coché, donc cochez ça. Contour du bloc, voilà. Donc maintenant, c'est coché. Et du coup, quand le bloc n'est pas sélectionné, on voit quand même qu'il est là. Donc, il faut être en affichage normal. Il faut avoir demandé contour du bloc. Est-ce que vous le voyez, le bloc? Ok. On va lui mettre une couleur. Donc, le bloc doit être sélectionné. Alors, avant de mettre la couleur, pour déplacer le bloc, c'est la flèche noire. Parce que si vous utilisez l'outil bloc et vous cliquez, il vous propose de faire un bloc qui a une certaine dimension. Là, je clique sur annuler, du coup. C'est pas ça que je veux. C'est la flèche noire. Et alors, le bloc que normalement on voit même quand il n'est pas sélectionné maintenant, on peut le prendre par son bord et aller le bouger. Ah oui, si on le prend par le milieu, non, parce qu'il n'a pas encore de couleur. C'est pour ça qu'on ne peut pas le bouger par son milieu. Il est transparent. Mais par son bord, oui. D'accord. Ouais. Ok, donc justement, la couleur, on va double-cliquer dans la palette des outils sur l'icône ici de fond. Ça, c'est le contour. Mais c'est le fond qui nous intéresse. On double-clique dessus. Et là, vous avez le sélecteur de couleurs. Alors, le mieux pour le sélecteur de couleurs, c'est d'être avec le bouton T. Comme ça, vous avez la teinte dans la réglette verticale. Et donc, vous choisissez la teinte de manière globale, là, voilà. Et puis, la variante de la teinte en saturation et en luminosité en positionnant le pointeur quelque part ici dedans. Voilà. À vous de voir ce que vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Et vous avez mis une couleur au bloc. OK. Tiens, je vais juste essayer un truc. OK, ça marche. Des couleurs vives, ça passe chez vous? Quand vous mettez une couleur vive, il n'y a pas de problème, vous la voyez vive? Parfait.
Donc, il n'est pas interdit, quand on est dans InDesign, de faire des compositions avec des couleurs vives qui vont ternir à l'impression. Elles vont ternir à l'impression, mais au moins, si vous diffusez le document à lire sur écran, un PDF ou quelque chose de feuilletable, vous aurez des couleurs vives sur l'écran. Donc, c'est un choix créatif. Est-ce que je veux me limiter aux couleurs uniquement imprimables, donc une gamme assez pauvre, pas de couleurs vives, ou est-ce que je fais un document qui sera aussi vu sur un écran et je veux des couleurs vives sur la version écran? Donc, dans ce cas-là, voilà, c'est un choix. Bien. Alors, le bandeau ici, enfin oui, parce que c'est un bandeau, ça va être sur un bord de page, hein. Ça peut aider à la navigation éventuellement. Vous connaissez ce genre de choses, hein. Si vous le visualisez en mode aperçu, vous allez voir ce que ça donnera quand ce sera imprimé. Donc, il va être à bord perdu. Le bord perdu, ici, dans ce document, on le visualise bien, c'est la ligne rouge. Tout le monde connaît le système du fond perdu, du bord perdu? Pour imprimer des couleurs ou des photographies jusqu'au bord des pages, il n'est pas possible de le faire à l'impression. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait aller les couleurs ou les images au-delà du bord de la page, qui est ici en noir, 3 mm généralement au-delà, et puis ce sera rogné après impression. C'est l'imprimeur qui s'occupe de ça. C'est le système du fond perdu. Mais alors, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que votre bloc, là, il aille parfaitement jusqu'à la ligne fond perdu. Vous pouvez le faire dépasser, c'est comme les images, hein. Dans le PDF qu'on exportera et qu'on donnera à l'imprimeur, il n'y aura que les 3 mm ici, hein. Ça, ce ne sera pas intégré au PDF. Ok, je suis en train de remarquer que mes poignées de blocs sont quand même assez grandes. Je ne sais pas si chez vous, elles sont peut-être un peu trop grandes. Je vous rappelle qu'on a été régler ça dans InDesign Préférences. InDesign Préférences, c'était dans quoi encore? Mise à échelle de l'interface utilisateur. Voilà. On avait été agrandir un peu l'interface utilisateur, donc les palettes, la palette des outils, etc. Et moi, j'avais mis les points d'ancrage super grands, mais je me rends compte que c'est trop grand. Je vais un peu diminuer ici. OK. Est-ce qu'on le voit tout de suite, en fait? Oui. Si, on le voit tout de suite. Ça se voit tout de suite, cette partie-là. Contrairement à l'interface utilisateur qui nous avait demandé de redémarrer InDesign, ici, ça se voit tout de suite. Ça va, vous le voyez? Donc, avant de créer le bloc, on n'avait pas activé un décalque. On n'avait pas activé comme ça un décalque. Et donc, le bloc, il est arrivé sur n'importe quel calque. D'accord? Quand vous le sélectionnez avec la flèche noire, vous voyez qu'il est sur le calque texte chez vous aussi, comme moi? Oui, oui. OK. Pardon? Et il est sur Layout chez toi. OK. Pour transférer ce qui est sélectionné d'un calque à l'autre, c'est très simple. Il faut le sélectionner, c'est le cas ici. Et puis, il faut prendre le petit carré et le déplacer. Et là, je vais peut-être le mettre sur le calque picture. Voilà. Forcément, les vecteurs changent de couleur. Parce que les vecteurs du calque picture sont rouges. Ça me permet directement de voir sur quel calque ça se trouve, en fait, hein. Maintenant, on peut aussi faire un calque spécial décoration. On peut considérer que c'est de la décoration ou navigation. Oui, c'est peut-être pas un élément décoratif, ça sert peut-être pour la navigation. Quand j'ai un long document et que je feuillette les pages, je vois que sur le bord, c'est cette couleur-là, donc c'est ce chapitre-là. Donc, on peut faire un calque navigation. Eh bien, on va faire un calque. Dans le bas de la palette des calques, vous cliquez sur le signe plus. Vous avez un calque qui s'est créé. Vous double-cliquez sur son nom, vous allez pouvoir le renommer.
OK. Et vous pouvez transférer le bloc qui est sélectionné dans le calque navigation. Voilà. Alors à ce stade, ce serait peut-être bien d'enregistrer le document au cas où ça plante, même s'il y a un système de récupération au cas où ça plante, mais fichier enregistré sous. Donc, vous, comme c'est la première fois que vous enregistrez depuis la remise à zéro, moi j'ai enregistré entre-temps, je pense, oui, j'ai enregistré parce qu'il y avait une conversion du document. Vous avez le choix dans la boîte fichier enregistré sous, d'enregistrer sur le cloud ou sur l'ordinateur. Surtout, choisissez dans ce cas-ci sur l'ordinateur. Pas sur le cloud, sinon ça va prendre un temps fou, ça va passer par le web à chaque fois. Donc, le cloud, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-ci, non. Et donc, dans la boîte d'enregistrement, éventuellement, il va falloir cliquer sur cette partie-ci pour avoir la grande boîte. OK. Et vous naviguez jusqu'au dossier. Peut-être qu'il vous propose le bon dossier déjà maintenant. Le dossier qui contenait les 2 images. Ceci dit, ce serait intéressant de l'enregistrer sur le bureau. Vous voyez le mot bureau sur le côté? Oui. OK. Et vous allez créer un nouveau dossier qu'on va appeler jour 1 matin. Vous voyez l'icône nouveau dossier quand vous êtes sur le bureau? Comme ça, on va scinder tout ce qu'on fait matin, après-midi, chaque jour. Sinon, on ne va pas s'y retrouver à la fin. Donc, vous enregistrez le document dans jour 1 matin. Voilà, enregistré. Alors, si je vais voir, il va se passer quelque chose de particulier. C'est que le document, dans jour 1 matin, il est enregistré seul, sans les images qu'il utilise. Et donc, ça peut poser un problème pour la suite. Parce que si vous le transférez ailleurs, il va dire, tiens, les images sont manquantes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un système qui s'appelle l'assemblage, qui permet, quand on veut transférer un document d'un ordinateur à l'autre ou l'archiver, de tout réunir. Toutes les ressources sont réunies dans un dossier avec le document. Ce qu'on vient de faire, c'est juste un enregistrement, c'est pas un archivage. Donc, sachez-le, ça posera des problèmes pour la suite. Si par la suite, vous essayez de réouvrir ce document, il n'est pas certain qu'il va retrouver les images qui sont en fait dans un autre dossier. Il y a accès pour l'instant aux images, elles sont dans un autre dossier, mais le but de l'assemblage, c'est de réunir tout ensemble pour faire l'archivage ou le transfert vers un autre ordinateur. Donc ça, on en reparlera plus tard. OK. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans la palette de pages? Au niveau des pages, vous remarquez que toutes les pages qui utilisent le gabarit A ont ce bandeau. D'accord? Donc ça, c'est pratique. C'est le modèle. Si on veut changer la couleur du bandeau, on retourne dans le gabarit, on sélectionne le bloc, on modifie, et ça va le modifier sur toutes les pages. Voilà. Alors, la couleur, vous avez tenté de retourner dans le gabarit et de sélectionner le bloc et de double-cliquer sur l'échantillon. Vous avez pu voir que ça fonctionne? Toutes les pages qui utilisent le gabarit subissent la modification. Donc, ce qui t'est arrivé à toi, c'est que tu as, dans le gabarit, tu avais sélectionné le bloc qui contenait le titre courant inférieur, le footer, quelque sorte, voilà, et tu lui avais mis une couleur, voilà, comme ça. Et l'autre aussi, tu avais fait ça, tu avais mis une couleur, OK. Et donc, sur toutes les pages, on avait ça qui avait de la couleur. Donc, ce que j'ai fait ici, ce que tu as fait,
c'est dans le gabarit sélectionner le bloc et puis enlever la couleur avec la diagonale rouge ici. C'est pour ça que je le dis, c'est parce que ça peut servir aux autres, c'est bien qu'il y en a qui connaissent déjà. Voilà, Le ferme. plan. Il faut que la case fond soit à l'avant-plan au moment où on clique sur la diagonale, parce que tu avais la case contour qui a déjà une diagonale rouge. La case fond, il faut la mettre à l'avant-plan. Donc la case fond qui avait une couleur, voilà, il faut qu'elle soit à l'avant-plan, pas la case contour. OK, et diagonale rouge, voilà. Bien. Alors, je vous dis tout de suite, créer les couleurs comme on vient de le faire ici, c'était sympa, mais c'est du passé. Vous n'allez plus créer les couleurs en double-cliquant sur les échantillons couleurs dans la palette des outils, c'est très mauvais. Il vaut mieux les couleurs les créer par le nuancier. Fenêtre, couleur, nuancier. C'est raccourci touche F5 sur le dessus du clavier, si vous voulez. Vous enfoncez la touche F5 et vous allez avoir le nuancier qui va apparaître. Fenêtre, couleur, nuancier, ou touche F5. Voilà le nuancier du document. C'est là qu'il faut créer les couleurs. Pourquoi? Parce que les couleurs qu'on crée là-dedans sont globales. Ça veut dire que si vous les utilisez à différents endroits du document, un titre avec une couleur, vous avez une couleur, par exemple, peut-être celle-là, voilà. Vous avez une couleur qui est mise sur un titre, elle est mise aussi sur des blocs couleurs à différents endroits du document qui fait peut-être 52 pages, peu importe. Eh bien, en modifiant la couleur dans le nuancier, ça va modifier la couleur de tous les objets qui utilisent cette couleur. Il y a un lien entre la couleur du nuancier et la couleur des objets qui... Voilà, et les objets. Il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur. C'est super intéressant, c'est le système de couleurs global. Et là, vous ne l'avez pas. La couleur que j'ai faite là, là, je vais faire du rose, voilà, du rose comme ça, OK. La couleur rose du bloc dans le gabarit, elle n'est pas dans le nuancier. Je pourrais l'ajouter, ça peut s'ajouter, mais il vaut mieux directement faire les couleurs dans le nuancier, c'est mieux. Sinon, vous passez vraiment à côté d'une possibilité intéressante de InDesign, la couleur globale. Oui, bien sûr, il y a possibilité d'ajouter ses propres couleurs de charte graphique dans InDesign. Donc, dans le nuancier, dans le menu pancake du nuancier, si on vous a fourni ça sous forme de couleur de nuancier, en fait, hein, vous allez pouvoir demander charger un nuancier. Sinon, il va falloir créer chaque couleur une à une par le menu de la palette de nuancier nouvelle couleur et encoder les valeurs de votre charte graphique. Une autre possibilité, c'est d'utiliser un outil qui est ici derrière, l'outil thème de couleur qui, sur base d'une image qui contient les couleurs, va vous les ajouter dans le nuancier. Donc, il y a 3 méthodes, je vois 3 méthodes pour ajouter des couleurs d'une charte graphique dans un document. Menu de la palette nuancier, charger un nuancier, si ça vous a fourni un fichier couleur Adobe dans la charte graphique, les créer une à une par menu de la palette nuancier nouvelle couleur ou utiliser l'outil thème de couleur éventuellement. Il y a peut-être d'autres manières encore. Oui, on pourrait aussi avoir un document InDesign qui est fourni avec la charte graphique et qui contient déjà les couleurs et par copier-coller, on peut les transférer. Bien. Donc, ce qui s'est passé chez toi, c'est certainement que pendant que tu avais le bloc sélectionné dans le gabarit, avec la case de fond à l'avant-plan, tu as cliqué sur la couleur noire du nuancier et donc tu n'as plus ta couleur qui n'existe même pas dans le nuancier. Donc, quelque chose qui peut vraiment vous aider, n'utilisez pas CTRL-Z, commande Z, etc. Ça, c'est compliqué. Utilisez l'historique. Menu fenêtre, historique. Alors, tu vas dans la palette historique, menu fenêtre historique. Les autres peuvent aller voir aussi. Et la palette historique vous montre tout ce que vous avez fait dans le document. Et la dernière chose en bas,
Mais c'est ce qu'il faut annuler, dans ton cas. Alors attention, c'est super pratique la palette historique, hein. Ça vous montre, ça s'enregistre pas avec le document. Si vous enregistrez le document, vous le fermez, vous le réouvrez, vous aurez plus la palette historique, mais ça vous montre tout ce que vous avez fait dans le document. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Évidemment, la première chose qu'on a faite là tout au-dessus, c'est ouvrir le document. Et la dernière chose, puisque j'ai fait la même chose que l'erreur que tu as faite, j'ai changé la nuance du bloc. Bonne feuille. Alors, pour supprimer la dernière action ou les dernières actions, vous voyez, si vous cliquez, vous êtes en train de naviguer dans votre document, dans tout ce que vous avez fait, en fait, hein. Donc, pour supprimer la dernière chose que vous avez faite, surtout, n'utilisez pas la corbeille ici, c'est complètement débile. Il suffit de cliquer sur la ligne d'avant et ce que vous aviez fait disparaît. Je vois trop souvent des gens en train de prendre les lignes de la palette historique et les mettre à la corbeille. En fait, ça n'a aucun intérêt. Il suffit d'aller en arrière et vous recommencez autre chose et ça va être oublié. Ce que vous avez annulé, en quelque sorte. Ah oui, si vous avez fait un truc faux, il y a 12 manipulations. Entre-temps, j'ai trouvé la bonne. Dans ce cas-là, si tout ce qui avait suivi l'erreur est bon, on va pas l'annuler, on va juste manuellement aller corriger la chose dans le document, sans utiliser l'historique, évidemment. Oui. Donc, c'est un choix, ça dépend. Ok. Donc, allez sur les pages du document, double-cliquez. Alors, la suite, ça va être quoi? On va voir que ce qui vient de la palette du gabarit, ici, ce qui vient du gabarit, ne peut pas être modifié sur le document. Si vous essayez de sélectionner les blocs qu'on voit là, ils sont verrouillés parce qu'ils viennent du gabarit. On va voir comment on peut en déverrouiller un ou plusieurs. Et à quoi ça peut servir de déverrouiller. Ça, c'est ce qui sera vu pour la suite. Je vous montrerai aussi comment faire en sorte que la palette des pages agisse comme la mienne. Vous voyez, quand je l'élargis par sa petite case en bas à droite, enfin, case invisible, eh bien, les pages se réorganisent chez moi, comme ça, pas chez vous. Donc, on verra comment ça peut se faire. Ça peut être pratique d'avoir, au lieu d'avoir toutes les pages qui se mettent les unes au-dessus des autres dans la palette pages, qu'elles se mettent les unes à côté des autres. On verra également pourquoi la première page de document est une page 2 et pas une page 1. Ah oui. Donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et on verra bien sûr aussi comment créer une nuance qui est dans le nuancier et qui peut donc être utilisée par plusieurs éléments dans la mise en page et télécommandée par le nuancier, la nuance. Donc,